Bonjour à tous. Merci à tous d'être là avec nous pour ce troisième volet de notre série webinaire gestion de production. Voilà, je vous laisse entre les mains de Grégory pour la présentation de ce matin et on se revoit tout à l'heure pour le petit jeu de questions-réponses pendant lequel vous êtes tous bien invités à participer. Un petit support de présentation sur lequel on va déjà démarrer pour bien repositionner quelque part la philosophie de cette troisième présentation. Donc on avait déjà parlé de la fluidification des approvisionnements. On avait pu parler également de la mise en relation et de la facilitation, on va dire, de travail entre ordonnanceurs et approvisionneurs. On parle aujourd'hui d'une autre catégorie d'opérationnels dans une société industrielle, à savoir nos opérateurs de production, et comment ces opérateurs de production peuvent être partie prenante, être moteurs d'éléments d'analyse pour l'entreprise qui permettent d'éditer, d'analyser, de mettre en place des actions d'amélioration continue autour donc d'indicateurs physiques de performance. Et là, l'objectif, c'est de se dire, moi, compte tenu de mon organisation, du système d'information qui vient supporter quelque part l'organisation industrielle de ma société, eh bien, comment est-ce que, en partant de données collectées sur le terrain et pour lesquelles on doit s'appuyer sur les équipes de production, eh bien, ces indicateurs physiques de performance peuvent se construire de manière automatisée, et c'est ça qui va nous intéresser en valeur ajoutée, c'est-à-dire de manière automatisée, à travers la solution, en l'occurrence Sedge gestion de production. Donc une partie métier, terrain, de savoir comment est-ce qu'on peut impliquer ces équipes pour que derrière, cette implication serve l'organisation transverse de notre société industrielle. Et c'est ça qu'on va essayer de présenter, de vous présenter, d'analyser et de garder en tout cas un temps de questions-réponses conséquent pour qu'on puisse également échanger sur vos cas plus personnels, propres, en fonction de votre secteur d'activité, peut-être de votre zone géographique. En tout cas, comment est-ce qu'on peut, en s'appuyant déjà sur des indicateurs standards, mais également des indicateurs qu'on peut construire conjointement, ces indicateurs vont vous servir derrière au quotidien pour le pilotage de la société. Donc, pour ça, on va déjà partir de plusieurs problématiques d'entreprise. Pour arriver à cet objectif qui est de faciliter, optimiser l'utilisation de ces indicateurs physiques de performance, on va passer par des étapes de prérequis. C'est-à-dire que pour que tout cela fonctionne, on doit standardiser certaines démarches, formaliser notamment nos étapes de production pour que ce standard, cette standardisation, cette mise en centralisation quelque part de notre donnée puisse être exploité et derrière être en capacité d'analyser les données qui sont récoltées par ces biais-là. Donc à travers le déroulé qu'on va avoir, donc on va parler de ces problématiques d'entreprise, on va prendre quelques exemples depuis le module 7 champs de production, on va essayer de boucler ça sur une trentaine de minutes de manière à garder un temps maximal, je le redis, vis-à-vis des questions-réponses, des échanges, en sachant que pour certains d'entre vous, vous avez déjà la solution qui est en place, à voir entre nous si sur ce que vous exploitez, peut-être il y a des éléments qui vous sont manquants aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait les compléter, ou est-ce que certains éléments, certains indicateurs ne sont peut-être aujourd'hui pas construits et comment est-ce qu'on peut vous accompagner pour les construire de manière conjointe. Vis-à-vis de nos problématiques d'entreprise, à travers ces problématiques, quelque part, on va notamment dérouler dans la première partie, donc comment est-ce qu'on peut formaliser et communiquer son processus de production. Eh bien, à travers cette première problématique d'entreprise, c'est ce qui nous permet de définir un standard, c'est-à-dire être capable de ne pas garder simplement dans la tête de certaines personnes de la société les méthodes, la façon dont on va dérouler des étapes de production, mais d'être capable de les formaliser dans le système pour avoir derrière des capacités d'exploitation. La deuxième problématique, ça va être d'être en mesure de donner les outils adéquats pour intégrer nos opérationnels dans le suivi de fabrication. C'est-à-dire qu'on part dans la première problématique d'une mise au standard,
Dans la deuxième problématique, c'est de dire maintenant que ce standard est formalisé, comment est-ce qu'on intègre nos opérateurs de production, nos responsables de prod, nos chefs d'atelier, nos responsables d'îlot, quelque part à plusieurs niveaux de ces opérationnels, comment est-ce qu'on est capable de les intégrer dans le processus d'entreprise de manière à récolter des données au plus proche du terrain. Et enfin, la troisième problématique, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut exploiter les indicateurs physiques de performance de manière à récolter ces données brutes pour en restituer une information utile pour l'entreprise. Alors, à travers cette première problématique, donc de formalisation et de communication, on a un prérequis qui est de savoir communiquer, ce que je vous montre à l'écran à travers deux exemples, alors issus du module 700 gestion de production, mais même au-delà de l'aspect purement du système d'information, c'est savoir comment est-ce qu'on est en capacité de formaliser correctement et par rapport à un double prisme que je vais vous présenter dans la foulée, comment est-ce qu'on est capable de formaliser, de centraliser alors peu importe le terme, la terminologie, mais on peut parler de gamme opératoire, on peut parler de mode opératoire, on peut parler d'opération de production. On va retomber quelque part sur une logique de dire quand je prends des matières premières, des composants, et que je dois aboutir à l'issue d'un processus de transformation à un produit fini, eh bien, quelles sont les opérations, c'est-à-dire les plus petites unités élémentaires qui me permettent de transformer ces matières en cours de production dans un premier temps et à la fin en produits fabriqués. Et j'emploierai le terme produit fabriqué parce que ce soit du produit semi-fini ou du produit fini directement, ou produit intermédiaire, semi-fini, du vrac, selon les secteurs d'activité, à l'issue de mon processus de transformation, j'aboutis à un produit fabriqué, produit fini, qui est celui qui va être vendu quelque part en bout de chaîne d'opération à mon client final. Cette réflexion-là et cette standardisation quelque part de mes processus, on doit l'aborder selon un double prisme, c'est-à-dire j'ai un prisme plutôt orienté financier, c'est-à-dire comment est-ce qu'à travers ces opérations de production, je vais être capable de formaliser un coût de revient interne de mon produit, un coût de réalisation. Dans la logique de réflexion de l'entreprise, notamment alors lorsque parfois les modes opératoires ne sont pas intégrés, ou alors qu'ils sont formalisés, mais peut-être de manière annexe au système d'information. Alors parfois ça peut être sur de l'Excel, de l'Access, parfois ce sont des procédures internes. Mais la première réflexion à avoir, c'est de se dire, je suis en train de vouloir standardiser mes processus pour que derrière je les communique à mes opérationnels. C'est déjà de réfléchir sur l'aspect financier, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je vais formaliser ces opérations? Déjà parce que ça me permet d'être capable, d'être en mesure d'évaluer, de sortir un coût de revient. Le deuxième prisme, il va être un peu plus opérationnel, c'est-à-dire justement, qu'est-ce que je dois communiquer à mes équipes comme étapes successives pour que je puisse avoir un procédé qui soit régularisé, qui soit standardisé, qui soit suivi de bout en bout par ces opérateurs de production. Notamment parce que c'est ce qui me permet derrière de les intégrer dans mon processus de déclaration de production, voire, alors pour les sociétés qui vont jusque-là, d'être capable justement d'ordonnancer, de planifier ces opérations pour que ça me permette d'avoir, alors que ce soit par le biais d'un diagramme de Gantt, que ce soit par le biais d'un plan de charge peut-être plus papier entre guillemets, mais en tout cas être capable d'avoir une idée notamment de ce que sera ma charge atelier, et à travers cette charge atelier, être capable d'intégrer mes opérationnels au processus de déclaration de production. Ce premier prérequis, donc il est là, c'est-à-dire être capable de formaliser mes procédés opératoires dans mon système d'information. Lorsque cette mise au standard est effective, on va être en capacité, problématique numéro 2, d'intégrer nos opérationnels. Puisque derrière, ce qui va être communiqué dans l'atelier, alors que ce soit de manière, pourquoi pas très numérisée, ou que ce soit de manière plus orientée
papier dans le sens fiche de fabrication, fiche suiveuse, fiche de production. Là encore, les termes peuvent changer, mais la finalité reste la même, c'est de dire, moi, par rapport aux opérations que je dois faire connaître à mes équipes et par rapport à la façon dont elles vont travailler, transformer progressivement mes matières, assembler progressivement mes composants, je dois être capable de fournir ce standard, ces procédés opératoires, de manière à ce que mes équipes puissent pointer les productions, déclarer des avancements, déclarer des temps de réalisation, déclarer également des consommations matières. Et on voit bien qu'à travers cette communication, donc, qu'on peut se représenter dans un schéma industriel entre un service méthode, un service industrialisation, et puis derrière le responsable de production, être capable de dire maintenant, voilà la façon dont on va pouvoir collecter nos données brutes pour être capable de restituer de l'information à valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc à travers ce biais-là, donc là je vous présente encore sous forme de capture d'écran, à gauche une version plutôt numérisée, là encore, donc, pour ceux qui connaissent déjà le suivi d'atelier de la gestion de production, donc être en capacité d'aller pointer ces couples OF opération, ou de manière plus traditionnelle, de sortir, et là c'est plutôt la capture d'écran à droite, des fiches de production pour pouvoir transmettre à mes opérateurs le procédé séquentiel et, comme on le voit également, être capable de dire à partir d'une feuille papier, vous voyez qu'on travaille aussi sous forme de code barre, faciliter le pointage de production, notamment pour qu'il soit adopté de manière peut-être plus facile, plus intuitive par mes équipes, en évitant des temps de saisie qui peuvent être parfois assez fastidieux et donc en essayant d'automatiser également la récolte de ces données brutes. Et cela permet, là, sous forme de retour d'expérience également qu'on peut vous faire aujourd'hui, d'avoir une implication peut-être encore un peu plus forte des opérationnels par rapport à des modes de collecte plus classiques, format papier, avec les oublis, les erreurs que ça peut générer. Là, à travers cette méthodologie-là, et puis on ira faire tout à l'heure quelques exemples justement de pointage, ça nous permet de sécuriser les données qu'on collecte, justement, sécuriser leur intégrité, sécuriser le fait ne serait-ce que l'information est bien saisie par les opérateurs, puisque on peut s'appuyer sur des outils de supervision justement pour vérifier la cohérence, la pertinence des données qui sont remontées de la part de nos opérationnels. Au niveau de notre troisième problématique, c'est de se dire maintenant que j'ai formalisé mon standard, maintenant que je peux transmettre les méthodes de travail à mes opérateurs et que de fait je peux les intégrer au processus de suivi de fabrication, eh bien justement je vais avoir la possibilité d'exploiter des indicateurs physiques de performance. À travers ces indicateurs physiques de performance, on va avoir là encore un double prisme, c'est-à-dire savoir comment est-ce qu'on peut déjà piloter d'un point de vue opérationnel l'activité industrielle, mais également se servir de ces données qui ont été collectées, qui deviennent de l'information utile pour l'entreprise, pour pouvoir également communiquer sous forme de cercle vertueux, communiquer des résultats justement à ces mêmes opérationnels. Notamment ce que je vous appelle ici les outils de communication pour le responsable de production d'atelier, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut exploiter ces indicateurs pour en faire des outils de management visuel, notamment tout ce qui peut être taux de service. Ce sont parfois des informations que l'on a besoin d'afficher à l'entrée des ateliers pour être capable de dire la semaine S-1, voilà quel a été notre taux de service, parce que parfois, et c'est peut-être votre cas, on peut très bien impacter les primes qualité des opérationnels justement sur le taux de service d'un atelier, d'un îlot ou d'une usine de manière plus générale. Donc des indicateurs de management visuel pour pouvoir justement remonter vers les opérateurs leur taux de performance, ce qui peut être aussi apprécié justement en termes de reconnaissance de travail. Ça peut nous servir également d'outils de communication pour ce que l'on appelle les AIC, donc les animations à intervalles courts. Justement, quand on fait un top 5 en début de journée, le fait de se dire, la veille, notre taux de rebut a été de, dans un monde idéal, 0%. C'est grâce à vous qu'on est capable d'identifier ce taux. Et voilà comment on peut vous restituer l'information également, tout simplement pour féliciter, encourager l'équipe et également s'appuyer sur des démarches derrière d'amélioration continue sur la base des procédés qui ont été standardisés.
Ça peut aussi nous servir d'outil de communication par rapport à vos réunions de production, tout simplement. Les réunions de production que vous pouvez peut-être organiser le lundi en début de matinée ou vendredi en fin d'après-midi, se dire sur la base, là encore, des éléments, les métriques que l'on est capable d'exploiter, voilà le retour atelier qu'on peut avoir. Alors là, soit sous forme de réunion de production avec nos opérationnels, ou bien évidemment aussi sous forme de réunion de production avec les directions, être capable de restituer en exploitant facilement ces indicateurs qui vont devenir automatisés à travers la solution. On peut également s'en servir par le biais des actions d'amélioration continue, de percée Kaizen, selon là encore les actions internes que vous pouvez mettre en place, puisque ce sont des métriques que l'on est capable d'exploiter. À travers ces métriques, on est capable d'identifier quand est-ce qu'on a rencontré justement des aléas de production, d'identifier pourquoi est-ce que nous avons à un moment donné rencontré un aléa de production et mettre en place, alors soit sous forme de percée Kaizen, donc d'actions très rapides, très courtes que l'on peut mettre en place pour améliorer justement notre standard, ou sous forme d'actions d'amélioration continue, peut-être plus à moyen terme, lorsqu'on récolte de la donnée, des informations sur une échelle de temps un peu plus longue et qu'on va mettre en place des actions peut-être un peu plus impactantes au sein de l'entreprise. Des indicateurs également de métriques, lorsque, là aussi, si vous formalisez des démarches de type Gemba Walk, être capable d'aller sur le terrain, récolter les indicateurs qui peuvent être sortis en bout de ligne de production, sur un îlot de production ou autre, de manière à récolter, si vous faites des démarches Gemba alors peut-être tous les jours, peut-être une fois par semaine, mais en tout cas, là encore, être capable d'animer vos démarches Gemba par rapport à ces métriques donc, qui vont être issues de votre système d'information. Je vous montre donc, et ce que l'on va voir à travers donc, la solution, quelques exemples d'indicateurs, puisque l'objectif n'est pas qu'on se noie tous ensemble sur tous les indicateurs qu'on pourrait exploiter à travers la solution. Donc là, je vais me focaliser sur 5 indicateurs, à savoir alors ce que j'ai qualifié moi d'indicateurs que l'on peut exploiter dès la pré-production, c'est-à-dire avant même que l'on ait démarré les pointages de production, le taux de charge, le taux de service, qui eux sont issus notamment de notre ordonnancement de production, c'est-à-dire être capable de dire sur la base de mon plan de charge, compte tenu de l'ordonnancement de production que j'ai pu valider, quel est le taux de charge de mes ateliers, centres de charge, de mes ressources de production directement. Donc ça, vous voyez, même avant de démarrer quelque part notre production à proprement parler. Quel peut être également notre taux de service, là encore, sur la base. Alors, vous pourriez à juste titre me dire que le taux de service peut aussi, bien évidemment, s'exploiter en post-production. Là, dans cette présentation, moi, ce qui m'intéresse en termes de présentation, c'est aussi de vous montrer qu'on peut dire que sur la base de dates de mise à quai, sur la base, là encore, d'une planification qu'on a pu enregistrer, valider, être capable de sortir très rapidement un taux de service en disant à l'instant T, compte tenu de notre charge atelier, compte tenu des dates de mise à quai que nos clients nous demandent, là encore, avant même de démarrer la production, voilà quel va être notre taux de service théorique. Bien sûr qu'il pourrait être différent du taux de service réel à l'issue de nos productions, mais c'est un indicateur important pour piloter, là encore, l'activité de l'entreprise, justement parce que si mon taux de service est trop faible, eh bien à l'avance, c'est peut-être une information qui va m'être fortement utile parce que c'est ce qui va me décider à aménager des heures supplémentaires, faire appel à de l'intérim, ouvrir sur une période de temps, par exemple en période de forte saisonnalité, peut-être un deuxième 8. Donc vous voyez ces notions d'indicateurs, de pilotage amont, ce pourquoi là dans mon idée, je voulais vous le présenter en pré-production, parce que ça peut vous permettre d'anticiper justement vos flux, de lisser votre charge à terme et que c'est de fait quelque chose qui peut être hyper important pour vous au quotidien. En production, donc, je vais vous montrer un indicateur de taux de fluidité que je vous commenterai et savoir comment est-ce qu'il est construit, comment est-ce qu'il peut être utile là également au quotidien et donc comme je vous le présente en cours de production et en ce que j'ai qualifié là encore de post-production, 2 autres exemples complémentaires, à savoir le bilan de production, justement mon comparatif entre quel devait être mon théorique, quel est mon réel, et puis intéresse donc un taux de rendement synthétique là encore que le système peut vous restituer. Je vous présente également d'autres indicateurs, mais là nous n'en parlerons que verbalement, en tout cas dans mon déroulé magistral, on va dire. On pourra bien sûr aller plus loin dans le jeu de questions-réponses. On pourrait aussi exploiter depuis ces outils-là tout ce qui sera taux de rebut matière, taux de rebut produit fini, l'analyse des arrêts machines. D'un point de vue orientation maintenance, ce qu'on va appeler les MTBF, MTTR, donc mean time before failure, mean time to repair, donc les temps moyens entre 2 pannes, les temps moyens de réparation, voire même, et là avec une visée un peu plus orientée qualité, donc des indicateurs de type MSP, donc méthode
méthode statistique des procédés. On pourra parler de Six Sigma également et on pourra vous accompagner sur ces sujets-là, de manière à dire, là, lorsque vous êtes concerné à travers votre société, dans votre secteur d'activité, sur la base par exemple d'échantillonnage, mettre en place pourquoi pas des cartes de contrôle, issues là encore de données récoltées par mes opérateurs pour être capable à travers ces cartes de contrôle de faire de la statistique de procédés, d'où la très jolie illustration de loi normale qu'on aime tous juste à côté pour être capable de voir. Et là encore, on peut vous accompagner si vos procédés sont capables ou ne sont pas capables. Donc ça, on pourra en parler en tout cas si vous êtes concerné ou si c'est un axe d'amélioration au sein de vos sociétés, on pourra tout à fait en parler pendant le jeu de questions-réponses. Par rapport à ça, je vais vous montrer, et je vais essayer d'être assez rapide, quelques exemples à travers la solution. C'est-à-dire, alors ceux qui la connaissent, ça pourrait être une bonne piqûre de rappel, ou en tout cas un complément par rapport à ce que vous connaissez déjà. Et puis pour ceux qui découvrent peut-être plus ou moins aujourd'hui la solution, en tout cas, voir comment est-ce que déjà visuellement, ça se représente, toujours selon notre triptyque, donc de formaliser nos standards, donc à travers nos gammes opératoires, intégrer nos opérateurs à travers les déclaratifs de production, et puis in fine, analyser justement nos indicateurs. Donc on va basculer directement dans la solution. Donc là encore, l'idée c'est pas de vous faire une grande démonstration qui pourrait durer un temps certain, on va dire, mais plutôt à travers quelques écrans clés, ce qu'il faut bien maîtriser à travers le discours théorique que je viens de vous faire, comment est-ce que cela va se présenter, comment est-ce que cela va se restituer dans l'outil. Notre premier point d'entrée, donc ça va être le fait de modéliser, formaliser nos standards. Pour cela, tout cela va se passer quelque part à travers notre menu données techniques. Je ne reviens pas sur les notions d'articles et puis de nomenclature. Là, je vais me focaliser sur l'aspect gamme opératoire. Une gamme opératoire, de manière très succincte, comment est-ce que ça va se présenter? En fait, à travers cette gamme, et là je reprends l'exemple que vous aviez sur le support, c'est de dire comment est-ce que je dois dérouler séquentiellement mes opérations de production de manière à être capable de transmettre ces instructions à mes opérateurs et que par rapport à la récolte de données brutes que je vais en faire, je vais être capable d'alimenter mes indicateurs de performance. C'est vraiment notre point de départ, ça va être nos gammes opératoires qui nous donnent le là derrière pour être capable de dire voilà comment est-ce que déjà ça va impacter les taux de charge, comme on va le voir, comment est-ce que ça va impacter les taux de service et comment est-ce que ça va me permettre d'exploiter derrière les informations de type bilan de production, arrêt de production ou autre. Donc une gamme opératoire, c'est ma logique de dire on est toujours, pour ceux qui étaient déjà là sur les 2 premières séances, dans une société où je fabrique de la confiture de fraises, à travers ma fabrication de confiture de fraises, lorsque je vais aller faire préparer justement mes matières, donc mes matières premières, mes matières sèches, tout type de composants possibles. Comment est-ce que je passe de la préparation de ces matières-là à de la transformation et à un produit fini? Donc comment est-ce que je dois modéliser mon standard de fabrication à travers ces différentes étapes? Pour cela, donc comment est-ce qu'on peut être capable de déclarer donc ce prérequis pour que, quelque part, derrière, mes indicateurs soient le plus fiables possible, être suffisamment rigoureux sur ce prérequis, notamment la façon dont je vais paramétrer ces opérations. Donc déjà, quelles opérations je dois formaliser, et lorsque je les ai formalisées, notamment, être capable de venir identifier des temps de production qui vont être des temps théoriques à cette étape-là, c'est-à-dire des temps de réglage d'un côté, qui eux sont fixes, là notamment lorsque vous devez paramétrer une commande numérique, programmer la commande numérique, programmer en amont la ligne de production. Le temps de réglage est considéré comme fixe, c'est-à-dire que je lance 10 unités en fabrication ou que j'en lance 1000, je vais avoir ma demi-heure de préparation de ma commande numérique, ma demi-heure de préparation de mon mélangeur par exemple, si vous êtes dans l'agroalimentaire, dans la cosméto ou autre, c'est-à-dire de manière fixe, je sais que je vais passer 30 minutes à faire ce temps de réglage et ces 30 minutes seront fixes, quelle que soit la série que je lance derrière. Le temps de production, lui, sera variable. À l'inverse, si je lance 100 unités en fabrication ou que j'en lance 1000, bien évidemment, je ne vais pas occuper ma ressource de production pendant un même laps de temps. Ce temps de production, lui, va donc être variable. Et après, s'exprimera, là encore, bien sûr, on pourra rentrer dans le détail selon vos secteurs d'activité, la façon dont aujourd'hui vous êtes organisé. Ce temps de production unitaire, pour faire très simple, si je lance une unité, ça me prend 1 minute. Si j'en lance 10, ça me prendra donc 10 minutes. Je raisonne vraiment en temps par unité produite. Je peux raisonner en cadence théorique, c'est-à-dire je suis censé sortir 1200 pièces par heure. Je peux raisonner en temps de cycle, c'est-à-dire dire moi pour cette opération-là, je sors une pièce toutes les 20 secondes.
Je peux raisonner également ce qu'on appelle en batch, c'est-à-dire lorsque je fais par exemple un mélange, je suis capable de faire un batch, c'est-à-dire un mélange de, mettons, je dis n'importe quoi, 250 kg, c'est-à-dire c'est très induit par la capacité de ma ressource de production. Moi j'ai un mélangeur, il ne peut aller que jusqu'à 250 kg. Par contre que je lance 50 ou 250, ça me prend 1 heure. Donc bien sûr qu'idéalement, quand on raisonne en taille de lot économique, on va plutôt viser un taux d'occupation de 100% de mon mélangeur, donc dire passer par des passes de 250 kg. Mais en tout cas, quand je top ma capacité maximale de 250, ça me prend 1 heure. Ça veut dire que si je lance un OF de 750 unités, ça me prendra 3 heures puisque je vais être obligé de faire 3 passes, 3 fois 250. Voilà comment est-ce qu'on peut paramétrer. Alors, j'essaie d'être vraiment synthétique et pas vous présenter tous les cas de figure de paramétrage, mais pour bien que vous puissiez vous le représenter, de dire à travers mon procédé opératoire que je dois formaliser, je dois retranscrire mes différentes opérations de production et à travers ces opérations de production, voilà quels sont les temps estimatifs, temps moyen, temps relevé moyen que je vais pouvoir enseigner de manière, je le redis encore, mais à formaliser mon standard. Et ce sont notamment ces temps théoriques que plus tard on ira comparer avec les temps réels en fonction de nos pointages d'opérateurs. Donc ce premier prérequis en tout cas qui est de dire je dois avoir une définition suffisamment réaliste, suffisamment correcte de mes procédés de fabrication. Parce que j'ai ces procédés de fabrication qui sont définis dans le système, je vais être en capacité, lorsque je vais commencer à prendre des commandes, lorsque je vais commencer à établir un prévisionnel de vente, lorsque je vais lancer alors sur stock, pourquoi pas des ordres de fabrication. En tout cas, ces ordres de fabrication-là que je vais générer dans mon système vont bien évidemment s'appuyer sur ces temps opératoires théoriques pour me permettre de sortir un planning. Ce qu'on va faire tout de suite. C'est-à-dire que mon moteur de planification me permet de dire 7 OF de confiture de fraises, donc là si vous le voyez, j'ai un OF 124 de confiture de fraises, et bien compte tenu des temps que tu m'as indiqués, compte tenu de la quantité lancée de ton OF, voilà le plan de charge que ça me permet d'établir. Là encore, l'objectif est de se dire, déjà de prime abord, par rapport à cet ordonnancement optimal qui est proposé par le système, alors sur lequel je peux revenir, on peut faire du réordonnancement de prod, ça ce n'est pas le sujet du jour, mais ça sera un sujet qu'on pourra aborder également plus tard. C'est en tout cas d'être capable de dire, moi, je vais accepter immédiatement ce planning, il me paraît cohérent par rapport justement à mes commandes en cours, par rapport à l'occupation de ma ligne. Je vais valider ce planning parce que justement, ça me permet de tout de suite rentrer dans un premier indicateur, ce que je vous qualifiais tout à l'heure de pré-production, à savoir quel peut être déjà mon taux de livrabilité. Ce que l'on va appeler le taux de livrabilité, c'est le distinguo entre les dates donc de mise à quai de mes OF, qui sont issues soit de mes commandes de vente, soit de mon prévisionnel de vente. Et bien entre ces dates de mise à quai induites par ma chaîne des ventes, compte tenu de ma capacité et compte tenu de la charge que je viens d'envoyer, de valider dans le système, voilà à l'instant T le taux de livrabilité, c'est-à-dire le nombre d'unités que j'ai en cours de production que je serai capable de livrer en temps et en heure. Moi, on voit qu'ici, j'ai un taux de livrabilité qui peut être amélioré puisque je suis un tout petit peu au-delà des 2 tiers, à savoir j'ai 21 OF livrables en temps et en heure, j'en ai 10 en hors délai. Déjà, premier indicateur que vous pouvez exploiter en disant, je vois que là, à l'instant T, je vais avoir 10 OF qui sont en dehors des délais demandés par mes clients. Donc là, à moi d'agir, j'ai cette info en avance de phase, à moi d'agir maintenant pour essayer d'augmenter mon taux de livrabilité et donc quelque part de faire réduire mes OF hors délai. Là encore, d'un point de vue arbitrage de production, est-ce que ça va passer par l'ouverture d'un deuxième 8 peut-être sur cette période-là, de l'appel à de l'intérim, de l'appel à des heures supplémentaires, de l'appel pourquoi pas, et on va enchaîner avec le deuxième indicateur, à du rééquilibrage de charge. Ça, c'est tout mon savoir-faire. Alors, d'ordonnanceur, responsable de prod, là encore, selon votre organisation interne. Mais en tout cas, le système me pousse le métrique de manière à ce que je puisse derrière prendre les bons arbitrages au niveau de mon organisation. Un deuxième indicateur qui va m'intéresser, ça va être mon taux de service. Où là, je vais avoir un petit peu plus en détail le fait de dire, c'est pour ça que je vous le présente d'ailleurs dans cette phase pré-production, je n'ai pas encore engagé ma production, mais là tout de suite, je viens voir quels sont mes OF livrables en temps en heure, mes fameux 21 OF, et derrière, quels sont les délais moyens de retard que j'accuse par nombre d'ordres de fabrication, et également en étant capable de les identifier. Être capable de dire, là, si je me base à l'instant T sur mon planning officiel, j'ai ma répartition de mes 21 OF que je suis capable de sortir en temps et en heure, et derrière, dans les 10 OF que je ne pouvais pas faire en temps et en heure, voilà ceux qui accusent
un délai de retard d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines ou au-delà de 4 semaines. Donc là encore, ça va être des données que je peux exploiter justement, soit pour dire peut-être, alors ça notamment quand vous basez sur un travail à la prévision de vente, est-ce que ma prévision de vente était peut-être trop ambitieuse et auquel cas les retards que j'accuse ne sont peut-être pas impactants pour l'organisation, en tout cas ne vont pas créer de rupture dans la chaîne d'approvisionnement globale de la société, ou à l'inverse, non, notamment si je travaille purement à la commande, là c'est à moi de trouver des solutions, rééquilibrage de charges, lissage de production, appel encore, je reprends les mêmes exemples, appel à des heures supplémentaires pour être en capacité en tout cas d'absorber cette charge qui à l'instant T est en retard. Ces premiers indicateurs étant, on va aller voir maintenant comment est-ce que en passant en production, on va venir justement intégrer nos opérateurs de production pour être capable bien évidemment de faire de l'avancement de production, des mouvements sur OF, donc des mouvements de stock, c'est-à-dire des entrées en stock sur OF, des sorties de stock sur OF, là encore. Donc comment est-ce que je peux les faire participer? On va s'appuyer sur un outil qui va être le menu atelier, ici le module atelier, qui permet, alors là je vous présente les exemples que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous déjà, les exemples standards, c'est-à-dire faire du début de prod, de la fin de prod, ce qu'on appelle de la déclaration de production par top, c'est-à-dire de la déclaration a posteriori, une fois que mon ordre de fabrication est terminé. La différence que vous allez avoir entre les deux, c'est que le début, fin de prod me permet d'avoir un superviseur d'en-cours de production, de faire calculer par le système justement un chrono, c'est-à-dire entre mon début et ma fin de production, il s'est passé X minutes, X heures de production, ce qui va me permettre justement d'évaluer la performance de mes opérateurs. Donc là, encore, selon vos façons, la façon dont vous souhaitez récolter l'information, c'est deux possibilités, soit par top début, top fin, soit par déclaratif a posteriori. Et puis je vous montrerai également, par rapport à cette collecte d'informations, deux exemples de pouvoir aller récolter le même type d'information, mais de manière complètement personnalisée pour vous, puisque à travers ce type de menu, donc le module atelier, on peut s'appuyer soit sur des processus de déclaratifs de production tout à fait standard, un rendu standard tel quel par l'éditeur, mais on peut également s'appuyer sur des éléments qu'on va pouvoir vous personnaliser à la demande, sur mesure, de manière à ce que ça colle à la volonté que vous avez de récolter tel type d'information par rapport à tel service, par rapport à telle ligne de production, par rapport à certaines informations que vous souhaitez récolter peut-être, et pas d'autres par rapport à ce que propose le standard. Donc des éléments qu'on peut, d'où le nom que je lui ai donné, vous réaliser complètement sur mesure. Donc vous allez pouvoir communiquer auprès de vos équipes ce type donc d'interface qui est dédié pour être utilisé uniquement dans l'atelier, en tout cas d'être déporté dans l'atelier, avec vous voyez une ergonomie un petit peu particulière par rapport au reste de la solution, puisque ce type d'écran là est conçu pour que ça fonctionne sur des postes, on va dire donc déportés dans l'atelier, voire de la tablette tactile, avec utilisation également de douchettes qui pourra scanner du code barre, là encore pour faciliter la récolte des informations. Donc en tout cas vraiment des interfaces d'un point de vue visuel, ergonomie, qui vont vraiment être dédiées pour fonctionner de manière intuitive dans un atelier. Donc là, sur ce premier exemple, donc je lance un début de production. Alors je prends dans ce premier exemple le standard, qui permet d'indiquer sur quelle machine je travaille, qui permet d'indiquer le numéro de badge de manière à ce que j'identifie quelle est la personne qui est en train de faire un déclaratif. On retrouve nos ordres de fabrication qui ont été planifiés, ordonnancés par les équipes, et à travers alors là, je vais avoir une opération qualité que je n'ai pas rendue donc sur ces 3 OF là, mais en tout cas, à travers ces pointages là, être en capacité de dire je veux que mes opérateurs fassent de la saisie atelier pour être au plus proche de ce qui se passe sur le terrain, et là de dire pour cette OF, mettons 120, opération 20, le 30 mai à 11h46, je démarre en tout cas ma production. Donc une première façon de faire à travers les débuts ou fin de prod qui nous permettent derrière d'accuser réception des quantités que j'ai pu produire en disant j'ai fait un démarrage de prod, je viens maintenant indiquer quelques minutes, quelques heures plus tard que ma production que j'avais déclarée en début est maintenant terminée, et être capable, vous voyez comme ça, sous forme de fenêtre, d'indiquer dans le système ce sur quoi j'ai travaillé, sur quelle machine, quel OF, les quantités bonnes que j'ai pu réaliser, enclencher les consommations matières associées, et oui, de manière relativement simple et intuitive. On peut aussi, donc là je vous montre rapidement des exemples personnalisés, donc passer en disant moi ce qui m'intéresse notamment c'est de suivre par exemple
les temps plus précisément, parce que vous pouvez très bien dire les consommations, les entrées en stock. Là, pour le coup, c'est peut-être les fiches suiveuses quand elles remontent de l'atelier vers les bureaux qui vont être saisies par des administratifs et qui vont mouvementer mes stocks. Par contre, moi, je voudrais vraiment mesurer ma performance dans l'atelier par rapport au temps que mes opérationnels passent. Un premier exemple qui est de dire, pour le 30 mai, par rapport à tel opérateur, sur ce couple OFOP, j'ai travaillé sur cette machine. Et bien voilà les temps de production main-d'œuvre, voilà le temps de production machine que j'ai engagé dans l'usine. À savoir que la différence entre les deux, c'est que le temps main-d'œuvre peut être le temps passé réellement par l'opérateur devant sa ressource de production. Ce n'est pas forcément le même que le temps machine. On a notamment le cas, je reprends mon exemple de la commande numérique, peut-être que mon opérateur est resté 15 minutes le temps d'amorce du programme, le temps que la commande numérique se lance, et qu'après, en temps masqué, il est allé travailler sur un autre ordre de fabrication. Donc je pourrais très bien avoir 15 minutes passées en temps main-d'œuvre et une machine qui, elle, a réellement tourné pendant 60 minutes. D'où le fait d'avoir là encore ce distinguo avec ces deux types de temps de production. Donc voilà, je ne veux pas aller beaucoup plus loin en tout cas, mais vous montrer, vous voyez, de manière assez rapide, quelques exemples des écrans types que vous pouvez mettre à disposition de vos opérationnels pour être capable de les impliquer en tout cas dans le suivi de fabrication et qu'à travers leur action, donc surtout, vous voyez, ne pas leur alourdir la tâche de manière excessive. Le but n'est pas qu'ils passent plus de temps à faire de la saisie qu'à faire réellement leurs étapes de production, mais de leur mettre des outils relativement simples, intuitifs, pour que la donnée en tout cas soit collectée au plus proche du terrain et au plus proche du moment où réellement les actions se sont produites. Par rapport donc à cette collecte de données, ces pointages de prod, ces déclaratifs de production, maintenant ce que l'on est capable d'aller exploiter, on va imaginer que nos OF sont terminés, c'est de se dire justement quels sont les autres indicateurs qu'on va pouvoir exploiter. Je vais vous montrer donc un indicateur qui est celui que j'avais qualifié d'indicateur exploitable en production, donc à savoir ce taux de fluidité. Je vous en ai sorti un exemple que vous avez ici. Le taux de fluidité, donc en quoi est-ce qu'il peut vous intéresser, notamment lorsque vous avez des actions alors d'amélioration continue, des actions de suivi, de pilotage, vraiment dédiées justement au temps de production. C'est-à-dire que ce taux de fluidité, il va être capable de vous ressortir le fait de dire, moi par rapport à un temps théorique de mon OF, par rapport au temps réel que j'ai pu passer d'un côté, mais également à l'écoulement en nombre de jours qui s'est produit. Je m'explique en disant, réellement j'aurais dû passer 8 heures de production sur cet OF. Il s'avère que j'ai bien fait 8 heures à la fin, donc on pourrait dire tout va bien, sauf que ces 8 heures, en fait, se sont étalées, non pas sur une journée ou 2 journées, parce qu'on peut très bien être à cheval sur 2 jours de production, mais ces 8 heures se sont écoulées finalement sur 10 jours. Ce qui va donc dégrader, on a un premier cas ici, un de taux de fluidité, vous voyez, relativement faible, dégrader, moi, le temps optimal sur lequel j'aurais pu faire écouler ma charge, qui est de dire, les 8 heures, c'est pas sur un jour ou 2 jours, mettons, que ces 8 heures ont été effectives, mais ça s'est étalé sur 10 jours. Qu'est-ce que ça peut témoigner? Par exemple, d'arrêt de production. Ça peut témoigner de rupture matière, en disant je n'avais pas suffisamment anticipé mes ruptures, et en fait, en cours de prod, je me suis retrouvé à faire peut-être 5 premières pièces correctement, en temps et en heure, sauf que j'ai dû attendre une semaine le réappro pour pouvoir reprendre mon OF et le terminer. Plus mon taux de fluidité va être haut, les fameuses 8 heures se sont faites sur un écoulement de temps faible, et plus mon taux de fluidité va être faible, plus, et c'est l'exemple que je vous ai pris, ces 8 heures ne se sont pas faites en 1 jour, 2 jours, mais peut-être en 10 jours, ce qui va venir dégrader ce taux de fluidité. Et là, ça peut vous permettre de témoigner le fait de dire, oui, notamment si en plus vous faites renseigner les aléas de production, effectivement, pourquoi on n'est pas bon, c'est qu'entre notre temps théorique, notre temps réel, on était très bien, sauf que ce temps réel, en fait, s'est écoulé sur trop de jours, parce que pas de machine, parce que manque de composants, parce que rupture matière, parce que absence de personnes, on peut imaginer tout type d'aléas de production derrière ça, mais ça me permet en tout cas d'identifier tout de suite les productions où j'ai rencontré ce type de problématique. Premier indicateur que je voulais vous présenter, celui-ci donc, pour rappel, que je vous ai qualifié en indicateur à exploiter dès la production, puisque là moi je l'ai fait dans cet exemple à l'OF, on pourrait très bien le faire opération par opération pour avoir un découpage encore beaucoup plus fin. Dans les autres indicateurs qui vont m'intéresser, si on revient à la planification, tout à l'heure on avait parlé de taux de livrabilité, de taux de service.
on peut également exploiter justement nos taux de charge. Là, je vous montre quelques exemples qui sont là pour nous dire, compte tenu de la charge, alors en cours, que j'ai démarré ou pas mes OF d'ailleurs, voilà aujourd'hui, compte tenu du planning officiel que j'ai validé, le taux de charge qui ressort de mes centres de charge, ateliers, ressources. Vous voyez que vous avez plusieurs types de découpage possibles. Et ça me permet tout de suite d'identifier mes goulots d'étranglement. De se dire, là je vois, moi j'ai un exemple ici, semaine 24, je suis à 100%. Je vois que sur ces autres ressources, là, pour les 3 prochaines semaines, je suis à 100%, alors qu'à côté, vous voyez, alors moi j'ai un exemple avec une base de jeu d'essai qui ne vit pas beaucoup, mais on pourrait se dire, si ça se présente demain sous cette forme-là dans vos ateliers, le fait de dire, attends, d'un côté, j'ai que 30% d'occupation sur un îlot, sur un atelier. De l'autre, je suis à 100% pendant 3 semaines, j'identifie mon goulot d'étranglement et j'identifie tout de suite les possibilités de rééquilibrage de charge que je vais avoir. Peut-être que finalement, si j'avais prévu 2 ressources pour faire du tournage cette semaine-là, je vais peut-être les basculer sur la fabrication de mes bureaux, sur de la découpe, sur du mélangeur. Bien sûr que cela s'applique quel que soit votre secteur d'activité, mais de manière à pouvoir rééquilibrer ma charge derrière. Dans les autres indicateurs qu'on va pouvoir exploiter, pour rappel, sur la base des déclaratifs de production, je vais retrouver des cas très classiques mais très efficaces en tout cas, notamment de bilan de production. Ce bilan de production, il va être le reflet de quel était mon théorique et de quel a été mon réel. On voit ici sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire vis-à-vis déjà des matières, quelles devaient être les quantités et les coûts engagés des matières sur cette OF, quelle a été la réalité de ce que j'ai réellement consommé et de ce que ça m'a réellement coûté, mais également sur la base de mes temps de production. J'aurais dû passer tant de temps en réglage, tant de temps en production. J'ai réellement passé tant de temps en réglage, tant de temps en production, et entre les deux, quel est l'écart de coût potentiel que ça peut représenter. Je vais également, dans les autres indicateurs, alors sous forme d'exemple que je vous présente en tout cas ce matin, être capable de ressortir des taux de rendement synthétiques. Là encore, sur la base de ces pointages de production, c'est ce qui va me permettre de dire, j'avais un temps effectif de tant d'heures de production possible, voilà le nombre d'heures que j'ai réellement passé en prod, voilà le temps qui est qualifié autre, ça peut être par exemple des temps de maintenance, des temps de mise en pause, mes temps de réglage, donc en partant ici de la gauche, mon temps effectif d'ouverture, mes temps de réglage, mes temps de prod, mon temps théorique, c'est-à-dire le temps que j'aurais dû passer théoriquement à produire de la pièce bonne sur mon taux effectif, et derrière, vous voyez, des calculs de taux de rendement synthétique que le système est capable de vous restituer. Toujours le même postulat de départ, c'est-à-dire partant du principe que mes gammes sont définies et que j'ai bien intégré mes opérateurs dans ma chaîne des opérations pour être capable justement de remonter les temps passés à produire des pièces bonnes, à produire peut-être aussi des pièces rebutées, et également tout ce qui va être temps autre, que ce soit de la maintenance, des temps de réglage, des temps d'arrêt, donc tout ce qui va venir potentiellement dégrader mon taux de rendement synthétique. Je vous ai montré ici déjà sur la base, vous voyez, d'exemples sortis du standard ce que l'on peut produire. Le taux de fluidité pour le coup est un indicateur personnalisé mais que j'avais envie de vous présenter parce que c'est quelque chose qui me paraît intéressant. Tout de suite identifier soit les irritants, soit les aléas de production que vous avez rencontrés, mais derrière en tout cas sur les bilans de production, sur les taux de charge, sur les taux de livrabilité, sur les taux de service, sur le TRS, vous voyez qu'on exploite là, en tout cas, des états qui sont mis complètement au standard par l'éditeur à travers cette solution. Simplement vous représenter les prochains webinaires qu'on va réaliser. Donc on a réalisé aujourd'hui la partie thème numéro 3 et donc on aura un thème numéro 4 qui sera orienté autour de la qualité, notamment la gestion de la non-conformité, donc passer de gestion de dossier non-conformité à des actions d'amélioration continue, donc une thématique centrale en tout cas aujourd'hui, un des métiers de la qualité, et comment là encore, en partant de problématiques métiers, on peut se servir de cet outil pour améliorer le service qualité et puis derrière améliorer en tout cas le relationnel client, le relationnel fournisseur, donc toutes les actions possibles qu'on peut rencontrer pour répondre à ces problématiques de non-conformité et de démarche d'amélioration continue que vous pouvez en tout cas piloter là encore à travers cet outil. Super. Merci Grégory. Merci en tout cas pour votre écoute, votre participation. Bonne journée à tous. Bonne journée Merci à tous. Bonne journée.